Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 22 spécial Jeux olympiques. Cette semaine, je vous parle d'une équipe de basketball qui a su profiter des failles du système. Et moi, je vous parle d'événements étonnants entourant la flamme olympique. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à cet épisode numéro 22. Yeah! Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Très contente d'être déjà rendue à l'épisode 22. On a un sujet super intéressant cette semaine. Mais Ça a commencé avec les sports et là, finalement, ça a fini en... on s'est rendu compte que les deux, on avait des cas sur les Olympiques. Oui, les Olympiques. On a fait, on va faire un thème olympique. Oui, les Jeux olympiques sont un sujet qui n'a pas de fin. C'est vraiment... oui, il y a beaucoup de choses à parler sur les Jeux olympiques. Il y a eu beaucoup de scandales à travers les années, de fraude. J'ai vraiment trouvé un cas intéressant. Ouais? Ouais. Puis là, toi, c'est pas un cas en tant que tel. Tu vas nous Non, faire... c'est ça. Je fais... écoute, j'ai découvert ça... Il y a tellement de choses entourant la cérémonie de la flamme olympique, l'historique de ça, qu'est-ce qui se passe aussi à chaque année, parce que c'est... en tout cas, on en parle bientôt, là, mais oui. c'est étonnamment, il y a plein de choses à dire là-dessus. Ben, ça va faire des belles conversations de machine à café. Ouais. Si vous allez avec votre date, là, votre date Tinder, là, vous pouvez lui parler de tous ces faits inusités. Oui, effectivement. Moi, ça m'aurait séduit. Si tu m'avais parlé de ça autour d'une bonne bière, là, j'aurais été très séduit. Ah ben oui. J'aurais fait « Wow, il connaît plein d'affaires, ce gars-là. » C'est beaucoup de dates à retenir. Ben, justement. Ouais. Ça fait... Oui, mais t'es capable. Oui. Pour une date... Pour une date, j'aurais été capable. Oui, c'est ça. Pas pour moi. Là t'es écrit. Oui, pour toi. Qu'est-ce qui se passe qu'on fait? Là, t'es écrit. T'as des notes. Mais avec une date, t'es pas écrit. Non. Peut-être dans le creux de ma main. Pas fou. Puis là, au fur et à mesure, tu vas 55. Pas fou. T'es plein de ressources. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Aujourd'hui, on boit des prêts à boire Mojito de Rosemont. La compagnie Rosemont. C'est la distillerie de Montréal? Oui, la distillerie de Montréal. Rosemont. Oui, c'est très cool. Je suis déjà allée faire une dégustation de gin là-bas avec des ateliers qui s'appellent, j'ai fait de la pub gratuitement, les laboratoires de Madame Gin. C'est super le fun. Il y a plein de produits. On goûte à plein de produits puis on peut les acheter après. Vraiment le fun. Vraiment le fun. Ouais. Écoute, oui, distillerie au cœur du quartier Rosemont. Des produits, ils en ont plein, là, je n'énumérerai pas, là, mais ils ont plusieurs sortes de rhum, de gin, vodka. Je sais pas sûr si c'est eux autres qui ont fait le premier. Non, parce que c'était le premier scotch. Peu importe, en tout cas, ils ont du whisky aussi. OK. Pastis. Oui. Ouais. Puis des prêts à boire aussi, là, Mojito, tout ça. Je me rappelle plus c'était quoi l'autre. En tout cas, Mojito, très bon. Sur leur site internet, ils ont plein de recettes aussi. OK, c'est le fun, ça. Avec les spiritueux? Avec des spiritueux. Et c'est drôle, ça fit avec la thématique olympique. Parce qu'ils ont plein ils ont gagné plein de prix. En fait, puis c'est des médailles d'or et argent. Je trouvais ça drôle. Plein de spiritueux qui ont gagné à travers le monde, à travers les années, plein de prix. Donc, bravo. Parce qu'à travers les années, ils ont gardé la flamme. Oh! Moi, je suis de même. T'es bien bonne. Je sais. Je suis comme Gino Chouinard. Je suis un Gino Chouinard du podcast. Ouais, il aurait fallu lancer notre podcast un peu d'avant. T'aurais peut-être eu une chance pour animer le Salut, bonjour avec le départ de Gino. J'aurais pu le remplacer. Ouais. 2-3 jeux de mots, puis t'aurais pris. C'est sûr et certain. On a un shout-out! Oh oui.
Donc, on a un shout-out de Cri11 sur Apple Podcast qui s'intitule, l'essence même de notre podcast, ça s'intitule « Podcast, ben le fun à écouter ». Parce que c'était un peu ça qu'on voulait faire. Ouais, fait qu'on a réussi. On a réussi. Vous faites une belle paire, vous parlez de tout et c'est vraiment intéressant. J'aime bien votre musique en intro, c'est funky, jazzy, ça nous met de bonne humeur. Je suis devenue accro Mimosus, lâchez pas la pétate. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Puis là, on a besoin de votre aide, on aimerait ça que vous ayez faire des reviews, des critiques. 5 étoiles si possible sur Apple Podcast. On a eu des super bons commentaires sur notre groupe Facebook. On vous remerciera jamais assez. C'est pas tout le monde qui utilise la plateforme de Apple Podcast, puis c'est bien correct. Ouais. Ceci étant dit, si jamais vous l'utilisez, puis il y a sûrement beaucoup de gens parce que ça se vend, il paraît, des iPhones. Il paraît que c'est bien dans la mode. Il y a une couple de personnes que je connais qui en ont. Ben, c'est ça, là. Fait que si jamais vous utilisez la plateforme Apple Podcast, allez nous faire une belle revue 5 étoiles ou sur votre plateforme préférée. Il y en a que c'est possible de le faire, il y en a que c'est pas possible. Si c'est possible, allez nous aider ou référez-nous sur les sites de podcast aussi, sur les groupes Facebook. Ça nous aide beaucoup. Il y a eu un mois en particulier que les gens ont beaucoup référé, puis ça nous a vraiment aidé. Ouais. On a eu plein de nouveaux abonnés. Donc, ça nous permet de diffuser notre travail à plus de gens. Effectivement, puis plus qu'on est de fous, plus on rit. Plus on rit. Plus on fait le mal bien. Bon, alors je commence avec mon champion de la semaine. Let's go! Tu le croiras pas. Mon champion de la semaine, tu le connais. C'est qui? Francis qui reste au coin de la rue. Non. Ouais. Snoop Dogg! Ben voyons. Et là, je veux... Aux Olympiques. Et je veux un effet spécial. OK. Là. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Merci pour cet effet spécial. En post-montage. Toujours pas de machine là, pour faire ce live. Là. Non, okay. Mais ça s'en vient, Nicolas. Ça s'en vient. Je l'ai demandé à ma fête. Alors, bien que mon histoire n'est pas un crime, Snoop a tellement eu de démêlés avec la justice dans sa vie que je pourrais intituler ma chronique « Prenons des nouvelles d'un ami criminel ». Ouais. J'étais comme, c'est pas un crime. Je suis comme, mais c'est un criminel. Fait que j'ai le goût d'en parler. Je sais pas s'il s'est assagi un peu avec le temps. Ah, pas en tout. Non? Non, dernièrement, il y avait des accusations. Oh. Ouais, il est assez spécial. Et là, tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre Snoop et les Jeux olympiques, hein? Avoue que c'est bizarre. Oui. Bon, ben imagine-toi donc que Snoop Dogg sera consultant pour NBC lors des Jeux olympiques de Paris 2024. OK. Ouais. C'est pas la première fois. Le rappeur de 52 ans, moi, ça me fait capoter qu'il ait juste 52 ans. Qu'il soit encore un rappeur à 52 ans. Oui, tout ça. Il va être un envoyé spécial qui va donner son point de vue sur tout ce qui se passe à Paris, puis il va aussi interviewer les athlètes et leurs familles dans un contexte super relax et très familier. OK. En fait, c'est ça, je te dis, c'est pas la première fois parce qu'on l'avait vu... au jeu de Tokyo 2021, puis c'était vraiment drôle, il était consultant à ce moment-là, puis ses remarques puis ses commentaires étaient vraiment devenus légendaires. Là, j'irai voir ça. Hein. Ah non, je vais vous en mettre des extraits, ça vaut la peine. Je me mets une note parce que c'est vraiment très drôle, les extraits de Snoop Dogg. On l'a déjà vu en janvier dernier publier une entrevue avec la gymnaste Sunny Lee, puis ils blaguent, puis ils ont beaucoup de plaisir, là, fait que c'est pas la première fois qu'il fait ça, puis ça marche, ça fonctionne bien. OK. Oui. Ben, il attire du monde. Hein? Vraiment. En 2021, il faisait des bulletins de nouvelles pour les Jeux de Tokyo avec Kevin Hart. Ouais, l'acteur. Là. Ouais, acteur humoriste. Donc, c'était vraiment drôle. Entre autres, il y a comme un extrait où est-ce qu'il disait que ça devait pas être facile pour les athlètes de faire tous les sacrifices, puis être parfois loin des amis, loin de la famille. Puis le pire, c'était être loin du. Puis là, il fait le mouvement comme qu'il fume un joint. Ouais. Il fait toutes sortes de choses comme ça qui n'a pas de bon sens. Ah oui, puis après, ils se mettent les deux à analyser la parade des nations. Et lorsque la nation jamaïcaine arrive, il y a comme un blanc
à part de la nation, qui marche un peu comme à part des autres, puis il marche super lentement, puis il arrête pas de se foutre de sa gueule en se disant genre « Oh, il est perdu, genre... » Puis genre, il y a personne qui a dit genre « Jake, get out of here! T'es pas à la bonne place! » Fait que les deux, ils se foutent de la gueule du blanc qui est tout seul dans la délégation jamaïcaine en disant « Pauvre gars, il est perdu, qu'est-ce qu'il fait là? » C'est mourant. Donc, j'avoue que, tu sais, c'est la même cérémonie, mais à la place d'être, tu sais, super solennel ou straight, genre de Radio-Canada, là, tu mets un stoner puis un humoriste exact. qui fait des jokes par-dessus. C'est vraiment drôle. Il y a entre autres une compilation que je vais vous mettre sur le groupe Facebook qui est les meilleurs moments de Snoop Dogg et de Kevin Hart qui commentent les Jeux olympiques en 2021. Puis honnêtement, j'ai ri tout le long. Là. Deux niaiseux. Donc, c'est très drôle. Donc, c'était mon champion de la semaine. Wouhou! C'était Snoop Dogg aux Jeux olympiques. Alors, tu nous fais ton cas? Ouais! De quoi tu nous parles? Let's go! La flamme olympique. Ouais, je vous parle de la flamme olympique. Je vais faire un petit topo historique sur les Olympiques aussi en même temps, fait que je trouve ça intéressant. T'es plein de ressources. Ouais. Tu nous as-tu fait des recherches? Ouais. Mais il y a un site en plus, c'est super cool, là. Je vais mettre ça dans les sources, mais il y a un site Internet officiel comme les Olympiques, puis il y a un gros foire aux questions, là. Ah ouais. Avec plein de questions-réponses, puis l'historique, puis plein d'affaires comme ça. Super corpo, tu sais, corporate, là, oui. corpo. Donc, si tu veux aller chercher des fois des histoires un petit peu plus crunchy, il faut aller ailleurs. Mais il y a en masse de journalistes qui ont fait des topos là-dessus et tout ça. OK. Fait que je vous sors des belles petites histoires croquantes, mais partons avec une petite mise au point sur l'historique des Olympiques et de la flamme olympique. Mais vas-y. Ouais. Fait que, ben, comme on disait, on s'était rendu compte que les deux, on faisait des cas sur les Olympiques. Fait que, allons-y. Premièrement, c'est assez connu, je pense, hein, les Olympiques nous viennent du pays, dans le fond, qui nous a donné les enseignements de Socrate, le théorème de Pythagore, l'huile d'olive et RIP, la Casa Corfou, c'est-à-dire la Grèce. Casa Corfou qui a fermé pendant la pandémie. T'es sérieux? Ça n'existe plus, Casa Corfou? Non, c'est Pour fini. nos amis français, c'est un buffet à volonté. C'est un restaurant où est-ce qu'il y a un buffet à volonté que tu peux manger jusqu'à temps que mort s'en suive. Ouais. Ah! C'est à volonté qui faisait pas juste du grec, là, mais c'est comme origine grecque, là, Casa Corfou. Puis j'aurais pu nommer Casa Grec, mais je trouvais ça plus drôle, Casa Corfou. OK, oui, ça nous a donné plein de choses, dont la flamme olympique. Dont les Olympiques. Ah, dont les Olympiques. Dont les Olympiques. Excuse-moi, oui. Ouais. Les Jeux dateraient de plus de 3000 ans, mais grosso modo, les historiens semblent s'entendre pour dire que les premiers Jeux se sont déroulés en 776 avant l'ère commune. Je dis l'ère commune parce que ça a l'air qu'on ne dit plus avant Jésus-Christ. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Okay. On dit avant l'ère commune et l'ère commune. OK. Ouais. Puis nous, on est dans l'ère commune. Oui, là, on est dans l'ère commune. Tout à fait. Comme dans un condominium. Tu sais, t'as les appartements, puis t'as l'ère commune. C'est ça. OK. Fait qu'on est dans le milieu, avec le petit néon qui buzz, c'est ça. Le courant d'air de la porte d'entrée. Qu'il lâche jamais le plancher. Ouais. On est là, dans l'ère commune. Puis c'est un arrière-senteur de poubelle. De cigarette, parce qu'il y en a un qui sa femme. Il y en a un qui fume la porte ouverte. C'est ça. 776 de l'ère commune. Avant l'ère commune. Avant l'ère commune. Avant Jésus-Christ. Fait que Jésus-Christ aurait pu participer aux Jeux olympiques? Oui, probablement. Oui, lancer de S'il la avait vigne. été dans la même situation géographique. Tu sais, Marco Polo, là, quand tu marches sur l'eau, là, c'est hot, là. T'as-tu pensé à ça? Effectivement. Bon, c'est juste ça que je voulais C'était dire. pas aux Jeux olympiques Marco Polo. On sait pas. Le water polo. Ah, water polo! Ouais. Ah, pas ça, Marco je voulais Polo. dire. Hey, Marco Polo aux Olympiques. Ça torche. Je voulais dire le water polo quand tu marches sur l'eau. C'est ça que je voulais dire. Ça ressemble au soccer aquatique. Exactement. OK. Les Jeux olympiques ont eu lieu avaient lieu en fait à Olympie, la ville d'Olympie. Les Jeux antiques, donc c'est vraiment les vieux, auraient cessé en l'an 393. Donc, c'est pas quelque chose qui a continué toute la vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a cessé? Les Jeux olympiques des Grecs, là, de l'Antiquité, donc auraient eu lieu de moins 776 à l'an 393. Ben, qu'est-ce qui a changé après ça? Ça a juste arrêté. Là, écoute, j'ai pas... Non, je comprends, mais parce qu'on a encore les Jeux. Mais... Oui, ça s'en vient. OK. Suis Marie-Ève. Oui, je suis.
On va devoir attendre justement jusqu'en 1894 pour que le baron Pierre de Coubertin, aristocrate français, fonde le Comité international olympique. Et je m'en rappelais pas pantoute que c'était Pierre de Coubertin, mais je l'avais déjà su. Ben oui, oui, parce qu'on restait à côté de l'école primaire. Ouais, c'est ça, exact. Mais ce que tu veux dire, c'est que ça l'a arrêté dans le sens qu'on a encore les Jeux olympiques, mais il y a eu une grosse période qu'il n'y en avait plus de Jeux. OK, fait que ça n'a pas commencé en Antiquité jusqu'à aujourd'hui, là. Exact, c'est ça. Il n'y a pas comme les une grosse Jeux pause. du Moyen-Âge, là. Non. OK. Il y avait d'autres choses à faire, je pense, comme à guérir du choléra ou de... Survivre. Ouais, survivre. Pas se laver, mettons. Éviter la peste noire. Ah, mais en courant... Il y aurait en un petit chronométré. OK. OK, fait que ça a recommencé en 1800 quelques. Oui, en 1894. Pierre de Coubertin. En fait, Pierre de Coubertin, il a comme relancé les Olympiques en fondant le Comité international olympique, comme on le connaît maintenant. Là, ça a le même nom. Mm-hmm. Les premiers Jeux modernes vont se dérouler 2 ans plus tard, en 1896, à Athènes. Fait on relance ça comme dans le pays d'origine. Ah, puis ils l'ont relancé à Athènes. Ouais. Ah, beau respect. C'est pas à Olympie, mais non. Ça doit pas être bien loin. D'accord. Pierre de Coubertin est également le créateur du logo, là, les anneaux olympiques, tels qu'on connaît aujourd'hui. C'était-tu un athlète? Non, c'était un aristocrate français. Ah, OK, parfait. Ouais. C'était un historien. Un penseur. C'est ça. D'accord. Riche, probablement. C'était baron Pierre de Coubertin. Ben, c'est rare, j'ai vu un aristocrate crasseux, dégueu, là. Ouais. Les aristochats. Ah, les aristochats, c'est vrai. Non, c'était pas des chats? Ah, je m'en rappelle plus. On divague. Monsieur... Excuse-moi, tu le dis dans l'intro. Et parfois, ça dérape. Oui, ça dérape. Fait que c'est ça qu'on fait, là. On dérape. On dérape. Le monsieur va décéder le 2 septembre 1937 en Suisse. OK. À sa demande, son cœur, humblement, là, va être déposé à Olympie dans une stèle de marbre qui commémore la restauration des Jeux olympiques. Humblement. Humblement. Une chance qu'il n'y avait pas des idées de grandeur. Ouais. D'accord. Au départ, on avait seulement des Jeux d'été. Les Jeux d'hiver, ça arrive beaucoup plus tard. Et il y avait seulement 10 sports, 10 événements. Et c'était toujours aux 4 ans? C'était aux 4 ans, oui. D'accord. En fait, les Grecs le faisaient aux 4 ans. Ils appelaient ça des Olympiades. Et selon ce que j'ai lu, c'était un peu ce qu'ils utilisaient comme calendrier. Donc, c'est comme s'ils calculaient les cycles aux 4 ans. OK. Fait qu'ils faisaient comme aujourd'hui en l'an de la 3e Olympiade. Ah, OK. C'était comme une façon de calculer des périodes de 4 ans. Genre, ouais. Tabarouette, t'en sais plein d'affaires. On en apprend, des affaires. T'es tellement sexy. Ah, merci. Tu sais plein d'affaires. Justement, les premiers Jeux d'hiver, eux, vont arriver en 1924 et vont se dérouler à Chamonix. Ah! On dit pas le X, hein? On dit pas Chamonix. D'accord. On dit Grand Prix ou Grand Prix? On dit Grand Prix. En France, bien sûr. Et oui, le Canada va gagner l'or. Hein? Au hockey. Au hockey? Ouais. Pour les premiers Jeux d'hiver? Yes. In your face. In your face, la Suisse. Mais tout ça. Et les États-Unis. Ouais. Et la Russie. Ouais, mais Fais ça, attention à ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Ça, on va le couper au montage. Donc, pour mon sujet principal, la flamme olympique. Historiquement, dans l'Antiquité, il n'y avait pas vraiment de flamme olympique. Les Jeux modernes se sont inspirés des temples grecs dédiés aux dieux. Dans le fond, qui gardaient, eux, souvent des flammes allumées éternellement devant le temple pour rendre honneur comme aux dieux grecs. Donc, les Olympiques dans l'Antiquité, il n'y avait pas de flambeaux et de flammes qui flambaient tout le long des Olympiques. OK. Flamme... ça a pogné dans la toge. Ouais, c'est ça. Mais il était tout nu, en plus. Ah, il était tout nu. Ouais. Un cul qui a le goût de se promener avec un lighter géant tout nu. Je me rappelle, il me semble que les sportifs étaient tout nus. Je crois que oui. Ouais. C'est ce qu'on avait appris en philosophie. Pourquoi on apprend ça en philosophie? C'est un mystère de la vie. Pourquoi ça? Ouais. Donc, la flamme va faire son apparition pour la première fois en 1928 lors des Jeux d'Amsterdam. Ah oui? OK. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de cérémonie spéciale ou de relais comme on le connaît aujourd'hui pour la flamme olympique. Et c'est là que ça commence à être le fun. On doit cette cérémonie à un certain Karl Diem qui propose à un ami de la famille, un certain Adolf Hitler, pour les Jeux de Berlin de 1936, de créer une cérémonie et d'organiser un relais du flambeau olympique.
Attends, répète ça. Carpe diem. Ouais, Carl Diem. Carl Diem. Puis... Ministre des Sports, genre, OK. pour le régime du Troisième Reich, là. Oh, bon, il a une Ouais. bonne job, le gars. Et puis là, il travaille au gouvernement, Ouais. le gouvernement nazi. Et il propose à un ami de la famille de faire ce genre de cérémonie-là. Ben, il propose à Adolf Hitler. Oui, un ami de la famille, virgule, Adolf Hitler, virgule, de faire ce genre de cérémonie-là de relais de tu me remets la flamme, puis ça fait comme une cérémonie. Exact. OK. Initialement, Hitler était pas vraiment intéressé à tenir les Jeux de Berlin. Ça matchait pas trop avec Philosophie. son thinking, sa philosophie. Mais lorsque son bon ami et ministre de la propagande, Joseph Goebbels, va le convaincre que les jeux et la cérémonie proposés par Karl seraient un excellent véhicule pour propager l'idéologie nazie, il va changer son fusil d'épaule. Wow! OK. Ouais. Et ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Premièrement, ils vont faire excaver les anciens sites des Jeux olympiques à Olympie. Non! Ouais. Fait qu'ils payent pour ça. C'est là qu'ils vont faire une nouvelle cérémonie, dans le fond, pour allumer la flamme. Okay? Et à ce jour, c'est encore l'endroit où que ça se passe. C'est encore la même cérémonie. OK, fait l'Allemagne a payé pour creuser à Olympie. Qui n'est pas sur leur territoire. Non. OK. Mais comme pour déterrer l'ancien vestiges. site, ouais, c'est ça. Pour allumer la flamme. Ouais. Wow, OK, parfait. La cérémonie consiste... Puis ça se passe quelques semaines avant les Jeux, OK? C'est pas comme la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est ça, moi, je connais pas ça. Habituellement, là, c'est quoi qui se passe dans la vie de tous les jours quand il y a des Jeux? Ben là, la flamme, moi, je peux te parler pour la flamme, là, j'ai fait mes recherches. À peu près au mois d'avril, okay. À chaque année, donc, tu sais, plusieurs mois / semaines avant le début des Jeux. Excuse-moi, d'été? Les Jeux d'été? Ouais, d'été. Et d'hiver? J'ai pas cherché hiver. OK, les Jeux d'été, quelques semaines avant, ouais. On va à Olympie. Oui. La cérémonie se passe à Olympie, dans le fond, et consiste en un groupe de 11 femmes, OK? Pour les nazis, c'était 15, là, mais maintenant, c'est 11 femmes, qui représentent, en fait, les prêtresses vierges de Vestale, je ne sais pas trop quoi, mais comme des vieilles, des prêtresses qu'il y avait dans le temps pour les dieux. OK? Qui étaient présentes comme au temple à Olympie. Exact. Okay. Fait que c'est 11 actrices, là, 11 femmes, qui jouent le rôle de prêtresse vierge. Durant la performance, une des actrices, qui joue la prêtresse en chef, va allumer le flambeau à l'aide d'un miroir parabolique. Fait que c'est une espèce de miroir concave qui concentre la lumière. Et c'est avec le flambeau, ils vont mettre ça dedans, puis ça chauffe assez, je suppose, la concentration de la lumière pour allumer la flamme olympique. Ah, encore aujourd'hui, ils font ça de même? Oui, encore aujourd'hui. OK. À l'époque, tout ça se faisait sous l'hymne national des nazis. Les torches, en 1936, avaient été fabriquées par Krupp. Je ne sais pas si tu connais. Non. La compagnie qui fait les ascenseurs, là, ThyssenKrupp. Là. C'est la même compagnie qui avait créé les flambeaux pour les nazis. OK. Ouais. Juste petit fact, fun fact. Ah, ouais. Pour les nazis, dans le fond, le but qu'ils avaient fait ça, le relais, tout ça, leur idée, c'était de symboliser la supériorité de la race aryenne, créant ainsi une connexion entre les Grecs de l'Antiquité, l'Empire romain, les différentes supériorités qu'il y a eu genre, à travers l'histoire, pour finalement donner le flambeau à l'Empire germanique, à l'Allemagne. Ben non, ça symbolisait ça. Ouais, initialement, ouais. Wow, mais c'est mauvais. Ouais, c'est touché. C'est supposé symboliser, genre, les peuples qui se passent le flambeau dans une espèce d'union et bienveillance et tout. Tu sais, tout le monde le voit comme ça. Puis ça a commencé par non, nous, on allume la flamme à Olympie parce qu'eux, ils étaient les maîtres du monde. Puis ils nous donnent la flamme parce qu'on est les nouveaux maîtres du monde. C'est ça. Wow, OK. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. Je sais pas, mais c'est parce que c'est... Quand tu connais la signification, c'est wrong. Ouais, effectivement. C'est très wrong. Mais, ils ont détourné le message quand même. Ah, mais oui, mais le message reste que c'est bon, là, c'est juste qu'ils l'ont joué pour eux. Ben, les nazis étaient
Je pense que c'était pas mal leur point fort. Oui. La Ben, quand tu as un ministre de la propagande, sa job, c'est juste ça. Oui. Puis il travaille sûrement plus fort que nos ministres à nous. Oui, il n'y a aucune gêne à avoir un ministre de la propagande. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. Donc, sur le parcours entre... Puis là, après ça, ils partent avec le flambeau, hein, puis là, c'était des coureurs, en fait. Oui, Fait que c'est sur ça. le parcours entre Olympie et Berlin, il y a eu plus de 3300 personnes qui se sont échangées le flambeau à travers 12 jours, 11 nuits et environ 3200 km. Fait qu'ils ont à peu près fait 1 kilomètre chaque. Là. Ouais, c'est ça. OK. C'est pas très long, là, mais... OK. Ils vont traverser, bien entendu, la Grèce, où ils s'assurent de passer à côté du cœur de bière de Coubertin pour lui rendre hommage. Et ça va rester comme ça tout le temps. Tout le temps. À chaque fois, le parcours de la flamme, là, du flambeau, part de Olympie, s'en va à Athènes, où se situe le cœur de Pierre de Coubertin. Et après ça, il part n'importe où. Hey, sans blague, là, organiser le relais de 3000 personnes sans Facebook, là, sans email, J'avoue, hein? sans téléphone. Tu en 1936, là. Ouais, ben, il y en a. Là. Ouais, mais C'est rudimentaire. rudimentaire. Faut que tu organises 300 personnes qui est là au bon moment, puis qui se donnent la flamme, puis que là, il repart, puis que l'autre est là. Ouais. Hey, c'est de En même la temps, t'es les job. nazis, là, t'envoies une lettre, t'es mieux de te présenter, sinon ta famille est... Hey, aujourd'hui, là, tu pognes un événement Facebook, là, les nazis create an event. Puis là, genre, do you wanna join? Perhaps. Ouais, c'est ça. Maybe. Tu vas avoir 15% de yes. Yes. Genre, je sais pas Maybe. combien de maybe, puis le reste comme did not respond. Did puis not respond. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Non, mais pour vrai, dans le temps, ça devait être toute une organisation. Ah là. ouais, ben, même aujourd'hui. Là. Ben, de toute façon, quand les nazis ils disent oui, tu vas attendre la flamme là, 3 jours, tu fais ben oui. Ouais, c'est ça. That's it. T'ostines T'es mieux pas. d'être là, mec. Mais quand même, c'est quand même une méchante organisation. Là. Ouais. On va pas dire qu'ils sont bons, là, mais c'est juste impressionnant. Fait qu'ils vont partir de la Grèce puis ils vont traverser la Bulgarie, la Yougoslavie, la Hongrie, l'Autriche et finalement la Tchécoslovaquie pour finalement arriver en Allemagne. Ouais, OK. Ben, c'est tout le temps comme ça. Dans le sens qu'on part tout le temps d'Olympie encore aujourd'hui? Je t'en parlerai tantôt. OK, excuse-moi, je vais trop vite. Vas-y. Fait que dans ce temps-là, c'est ça qu'ils ont fait. Fait qu'ils sont partis de la Grèce puis ils ont été jusqu'en Allemagne. Ouais, en 1936. Exact. Vu la nature des jeux, hein, on s'entend, plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le parcours. Pas tous les pays, mais je te dirais qu'il n'y a rien qu'une bonne force armée n'a pas pu régler en 1936. Non! Non. Oh, ils sont bons. Et là, on va tomber dans les affaires un peu plus cocasses. OK, vas-y. Okay? J'ai fini de faire l'historique. Moi, j'ai beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant. J'ai sorti une première catégorie, OK, de faits cocasses, là, ou de voyons donc, ou de what the fuck. Les méthodes de transport de la flamme. Ah, ben oui. Okay? Parce que, tu sais, c'est beau de dire que tu pars de la Grèce puis tu t'en vas en Allemagne, mais des fois, c'est encore plus loin. Oui. Des fois, il faut que tu traverses l'océan. Ben oui. Hein? Fait que quel moyen de transport tu penses rapidement, mettons? Ben le bateau. OK, bateau. J'ai ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le bateau, Nicolas? La toute première fois que ça a été transporté en bateau, c'était pour les Jeux de Londres en 1948. OK. Et une deuxième fois, encore pour les Jeux de Londres en 2012, pour traverser comme le fleuve, là, Oui. pour se rendre, dans le fond, sur l'île. Il n'y a pas toujours des affaires méga wow, là, c'est juste, oui. c'est juste drôle, OK? Non, mais je comprends, mais attends, excuse-moi, mais pour Montréal, en ouais, ben c'est ça, on y arrive. Là, okay, tu vas voir, il y a des affaires un peu plus hardcore. Okay. Sous-catégorie de bateau, OK? Mention spéciale pour le canot en 96 à Atlanta. Le bateau à vapeur encore à Atlanta. Atlanta, ils ont mis la gomme, là, tu vas voir, il y en a plein. Là. Le bateau dragon. Oh, ben oui, c'est le fun, ouais, c'est beau ça. En 2008 pour les Jeux de Pékin. Si on reste dans le thème de l'eau, ça l'a traversé à la nage pour les Jeux du Mexique en 1968. Il y a quelqu'un qui a nagé avec le flambeau. Ben là, sur le dos, j'espère. Ouais, j'ai pas tous les détails. Je le vois très mal nager d'un bras puis tenir ça par en haut. Moi qui l'a sur sa tête, en tout cas. Un petit casse avec un petit casse avec la flamme. J'ai plein d'images dans ma tête. Et aussi sous l'eau, à travers la grande barrière de récif pour les Jeux de Sydney en 2000. Ah! Fait qu'il avait fait une espèce de flamme spéciale là, qui brûlait en dessous de l'eau, là, genre à 4000 degrés. Là.
Comme quand le monde, ils font, je sais pas, de la soudure sous Ah l'eau. oui, t'as raison. Ben oui. Ouais. Que je vais passer les autres. En avion. Hein? Oui. Premier transport en avion en 1952. La Flamme avait aussi fait un voyage à bord du fameux Concorde. Je sais pas si tu te rappelles, l'espèce d'avion supersonique là, qui était supposé être l'avenir. Oui, ça Ouais. me dit quelque En chose. 1992, ils ont essayé de marketer leur Concorde, puis ils ont utilisé la flamme olympique. Fait qu'il y a vraiment une flamme qui brûle dans le cockpit. Oui, mais c'est ça. Ils n'utilisent pas toujours le flambeau officiel. Mm-hmm. Je vais te faire un petit topo sur la flamme OK. dans pas long. Tu vas comprendre des fois les subtilités de la flamme olympique. OK. On a eu aussi à cheval pour la première fois en 1956 aux Jeux de Melbourne, Stockholm. C'est fun, ça. Stockholm. En tramway à Londres en 2012. OK. En autobus, car il y avait une protestation sur le parcours, une protestation à Paris sur le parcours entre Olympie et Pékin. Et la flamme a dû être transportée temporairement en autobus pour passer les manifestants. Ah, voilà. Ouais. Et 2 mentions très spéciales. OK. En brouette. Non. OK. Dans l'espace. Hein? C'était pas un relais, là, c'était plus comme ils ont amené un flambeau dans l'espace. Et le flambeau. J'essaie de pas dire torche. OK. Ça me. Je veux pas être dans le trouble. Oui. Donc, le flambeau sans la flamme, dans le fond, a été transporté dans l'espace pour les Jeux d'Atlanta en 1996, Sydney en 2000 et Sochi en 2014. 2014, c'était spécial parce qu'il y avait 2 Russes qui se sont échangés le flambeau à l'extérieur de la station spatiale. Comme s'il se passait le relais. Ouais. Ah, je savais pas qu'il y avait tout le monde essayait. Dans le fond, c'est chaque nation, chaque hôte des Jeux est responsable d'organiser cette espèce de relais-là. OK, fait que là, c'est de faire quelque chose que peut-être qui s'est jamais fait. Exact. Ouais. De flasher le plus possible. Oui. Dépenser le plus d'argent. Oui. Faire comme, on va faire ça dans l'eau. Puis là, quelqu'un fait, ben non, ben oui. Ben oui, fait qu'à la place, c'est ça. Souvent, les manifestations, c'est à cause de ça, là, d'extravagances comme ça, ridicules. Oui, au lieu qui de dépensent... nourrir les petits-enfants pauvres. Exact. Oui. C'est sûr que quand tu regardes ça de même, tu fais. Ouais, c'est ça. C'était-tu vraiment nécessaire? Là, on fera pas l'éloge ou l'anti-olympique aujourd'hui. On non, va juste c'est s'amuser. ça. C'est un fait. Ouais. C'est un fait. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour flasher. C'est ça. Oui. Donc, l'espace et mention spéciale, tu parlais tantôt de Montréal, je pense? Oui! Ouais. Montréal, c'était un petit peu weird, OK? C'est un des relais, je trouve, les plus étranges. Ah oui? Pour flasher l'espèce de technologie, OK? On va avoir capté le signal de la flamme olympique à Athènes, OK? Fait que quand ils sont rendus d'Olympie à Athènes, jusqu'à Pierre de Coubertin, ils ont mis des espèces de capteurs, OK? Pour transformer le signal qu'émet la flamme, OK? En signal numérique ou whatever, là, analogique, qui a été capté par des capteurs, OK? Envoyé sur un satellite, réenvoyé à Ottawa, où qu'à Ottawa, il y avait une autre machine qui retransformait le signal de la flamme olympique en laser pour réallumer la flamme à Ottawa. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas pris le bateau. OK, pour ceux qui ne le savent pas, Montréal, c'est en 1976. Ouais. Donc, quand tu as dit qu'on a pris le bateau une fois pour Londres dans les années 50-40... Ah, ouais, on a sûrement plus souvent, là, aussi. Là, j'ai juste nommé comme les premières fois. Okay. Là, parce que, mais tu avais dit comme et une deuxième fois en 2012. Fait que là, j'étais comme Montréal, que s'est-il passé? Ouais, c'est ça. Ben, Montréal, ça a été transmis par satellite. Exact. Et ben, fait que ça a comme... Elle est comme... Comment je dirais ça? Elle est venue. Elle a été transférée, mais elle a été transférée par satellite. Avec un signe analogique, mettons. Ouais, c'est ça. Là. Je sais pas si c'est numérique ou analogique. En 1976, c'était probablement analogique. Là. Fait que, tu sais, un signal qui est transmis via satellite de la Grèce au Canada à Ottawa. Dans le fond, ils ont repris ce signal satellite-là pour le retransformer en laser pour réallumer la flamme olympique sur le flambeau. Ouais, aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'un texto, là. Ouais, c'est ça. Tu envoies un NFT là, de la flamme olympique. Puis là, tu fais comme... Voilà, tu as reçu le signal d'allumer la flamme olympique. Puis là, l'autre, il fait... Wow! Mais en 1976, c'était hot parce que ça passait par un satellite. Écoute...
Moi, je te dirais bien ça. C'est un Tu sais, peu... il y a des choses des choses qui paraissaient complètement surnaturelles en 1976 qu'aujourd'hui, c'est un Ah ouais, email, hein? là. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est un email. Comme parler au téléphone dans ta voiture. Oh, Ouh. oui, Ouais. exactement. OK. Fait que ce qu'il faut retenir aussi, pardon, c'est que la cérémonie avec les vierges, puis tout ça, là, que je parlais C'est tantôt. horrible, ça, c'est misogyne, là. Je peux-tu le dire? Oh my Ouais. God, c'est ordinaire. Comme je disais, ça se déroule plusieurs semaines avant les Jeux, OK? Oui, La flamme qui est allumée là, oui, c'est la flamme olympique, oui. OK? La charte mentionne spécifiquement que la flamme créée est la seule flamme qui doit être utilisée pour les Jeux olympiques. C'est pour ça que souvent, ils vont s'empresser de la dupliquer, parce que là, tu peux arriver avec plein de lampes, dans le fond, au gaz, là, puis utiliser la flamme originale qui a été faite à Olympie, Oui, puis la multiplier, la diviser ailleurs. Pour être sûr que tu la perds pas. OK? Puis que tu peux rallumer des affaires en cas que ça s'éteint. c'est ça. Fait que là, si tu pars avec un petit bout de flamme, puis que là, je sais pas, il y a une tempête de verglas, Ouais. que ta flamme, dans le meilleur des cas, parce que Dieu sait qu'il doit y avoir d'autres situations, et que ta flamme s'éteint, là, tu peux appeler ta gang de prêtresses vierges, puis faire comme, y avait-tu une girls dans vous autres qui avait dupliqué la flamme puis qui en reste un petit peu? Puis il y en a une, genre Samantha, elle fait comme, ouais! J'ai encore un petit bout de flamme. Fait que là, tu fais, OK, good, parce que moi, je l'ai perdu comme vers la Bulgarie, je te dirais. Elle s'est éteinte. Tu penses-tu que tu peux me l'envoyer? Puis là, Samantha fait, ouais, c'est chill, je te l'envoie. Ouais, c'est mieux organisé que ça. Le principe est là. Mais moi, Nicolas, je vulgarise. Ouais. Je suis là pour vulgariser pour nos auditeuristes. OK? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tout à fait. Sauf Tu que, vois? tu sais, C'était clair. c'est plus comme un Tour de France où il y a du monde qui suivent le flambeau en camion puis qui ont des backups dans le camion. Là. C'est fou. Mais ils n'ont pas le choix, c'est ça, parce qu'il faut que ça soit elle, Oui, la c'est ça. flamme. Oui. Ouais. Fait que c'est la même flamme qui est transportée avec le flambeau olympique et qui est transférée dans le chaudron olympique là, au stade à la cérémonie d'ouverture des Jeux qui dure 3-4 heures. D'accord. Puis là, tu sais, c'est ça. Je dis si jamais ça s'éteint, parce que je devrais plutôt dire quand ça s'éteint. Ça doit arriver souvent. Hein? Tu Ouais. vas y venir, là, mais ça va arriver souvent. Ouais. Puis comme tu disais, le relais, dans le fond, est organisé puis il est géré par le pays hôte, OK? OK. Le pays qui hôte des Jeux olympiques. Oui. Ils ont la liberté de designer leur propre flambeau. OK. Puis souvent aussi, ils vont faire quelque chose de représentatif de leur pays, de leur histoire, tout ça. Ah, OK. Fait autant visuellement que la méthode de combustion. Et je te dirais que les ingénieurs ou les architectes ou les designers qui travaillent là-dessus priorisent généralement le design plutôt que la méthode de combustion. Ce qui fait que aux Olympiques de Melbourne en 1956, ils ont utilisé une espèce de mélange de magnésium et d'aluminium comme combustible pour garder la flamme forte et vigoureuse. Et le mélange crée effectivement une flamme assez vive et résistante aux intempéries, mais a aussi causé des brûlures à un très grand nombre de porteurs de flambeaux. Oh! Parce que c'était trop chaud. Puis, en tout cas, il y a bien du monde qui ont eu comme des brûlures 2e degré à porter le flambeau en 1956. Oui. Donc, le comité s'est rajusté et en 1972, ils ont mis une nouvelle norme sur les combustibles à utiliser. Donc, maintenant, il faut que tu utilises tout le temps comme une espèce de mélange de kérosène, je sais pas trop. OK, pour pas que tu cours avec la flamme puis que tu te brûles les sourcils. Ouais, c'est ça. Puis ou que tu tues 3-4 personnes qui sont là sur le côté pour te regarder courir. C'est vrai. Puis t'as pas le droit d'utiliser la bougie d'anniversaire qui s'éteint pas quand tu souffles dessus. Non. Parce que ça pourrait marcher. Il aurait pu, mais tu t'en rallumes souvent parce que ça s'éteint vite. Ça s'éteint, OK. Parfait. Mais c'est pas supposé, c'est la bougie éternelle. Ouais. Ah, OK. À Montréal encore, en 1976, hein, comme on disait. Oui. Montréal, c'est les premiers hôtes de Jeux olympiques qui vont réussir à faire éteindre la flamme une fois qu'elle va être rendue dans le gros chaudron dans le stade olympique. Oh non! Ouais. C'est un problème encore aujourd'hui. On le sait, le stade olympique de Montréal, le toit, c'était problématique, mais en 1976, il n'était pas complété. Ah, mais c'est parce que la personne qui a fait ça, elle a oublié attends une minute, qu'est-ce qui se passe à Montréal?
il neige. Ben, pas l'été, mais il pleuvait. Oui, mais c'est parce que le toit, il est magané Oui. à cause des Ah oui, oui, oui. intempéries. Fait que oui, c'est ça qui arrive. C'est qu'à Montréal, que veux-tu, il grêle, il neige, il fait tout le temps. Fait que Ouais. ça va pas bien, le toit. Mais en 1976, il avait juste pas été complété. Complété. Euh, Voyons donc, on est en retard sur des travaux. ben voyons Mais donc. voyons donc. Mm. C'est bizarre. C'est Hey, plate. une chance qu'on a réglé ça. Ouais. Être en Le retard. béton du stade est dans ma cour présentement. Ça, c'est vrai. On a du béton de stade dans la cour. Donc, il y avait sûrement aussi prévu de garder la flamme à l'abri des intempéries à l'intérieur du stade fermé, mais puisque ça n'avait pas été complété, durant une forte averse, la flamme s'est éteinte. Il y a un officiel qui s'est dépêché d'aller rallumer la flamme en voyant ça Ben oui. avec son lighter. Oh! Grosse erreur! Grosse erreur. Scandale à Montréal! Il avait pas écouté ton podcast Non. en 1976. Tout à fait. Fait que lui, là, il a pris son vulgaire lighter qui allumait Bic. ses clopes avec. Ouais. Puis il est allumé rien de moins que la flamme olympique. Exact. Oh! Fait que là, ça n'a pas pris de temps pour que des officiels arrivent en courant, vont rééteindre la flamme qui avait été allumée avec un vulgaire bic Mais on est bien pas bon. et vont utiliser un de leurs backups qu'il y avait pour réallumer la flamme. Hey, il me semble que quand t'es un officiel des Jeux olympiques, faut que t'aies le cours 101. Ben là, c'était un garde de sécurité probablement. Là. Lui, il a fait comme « Oh fuck! » Il a dû faire... Il s'est dit « Ah, je vais la rallumer. » Genre, ni vu ni connu, mais non. Mais c'est bien pas bon. Puis en plus, qu'ils font, on va mettre le chaudron ici. Puis là, quelqu'un fait, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de toit. Ben écoute, on va espérer qu'il pleuve pas. Mais en même temps, tu sais, c'était allumé avec du gaz et tout ça. C'est rare, ça s'éteint. Là. Ben oui, mais ça leur tentait pas. Tu sais, les espèces de petites tentes, là, quand t'as un kiosque pour de la bière au mondial de la bière. Tu sais, les petits chapiteaux, là. Ça leur tentait pas de mettre ça au-dessus. Mettre ça par-dessus. Mettre ça par-dessus du chaudron, là. C'est moins grandiose. Ben, même moi, j'aurais pensé à ça. On va dénombrer aussi à travers les années un grand nombre d'événements avec des trolls ou des manifestations. Ça doit. Anecdote, en 1956, encore une fois, à Melbourne, on avait parlé tantôt avec la flamme qui brûlait tout le monde. Quelques minutes avant que justement le porteur du flambeau arrive, peut-être qu'il s'était brûlé justement, pour le remettre au maire de la ville, il y a une espèce de farceur hurluberlu qui va apparaître sur les marches de l'hôtel de ville, okay, avec un flambeau dans les mains. L'histoire dit qu'il était habillé un petit peu bizarre. L'homme va commencer à monter les marches comme en courant, comme si... Comme s'il était le responsable, exact. Le relais. Il va remettre le flambeau au maire de la ville et va repartir aussitôt qu'il est arrivé. Okay. Là, la foule applaudit. Tout le monde pense que c'est le porteur du flambeau. Il est habillé, il court en haut des marches, il a l'air de suer sa vie. Il donne le flambeau. Il y a un flambeau allumé et tout. Il donne ça au maire. Là, le maire, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il fait comme moi. Je pense pas que c'est le gars qui est supposé d'arriver. Là. Je vois pas personne d'autre. Là, il regarde le flambeau. Le flambeau, il paraît qu'il collait dans la main. C'était en fait une patte de chaise sur laquelle on avait fixé une boîte de conserve de plum pudding où on avait mis une espèce de guenille imbibée de kérosène. Puis il avait shooté ça, dans le fond, à Cacan Silver là, pour peindre. Fait que c'était encore même pas sec. Fait qu'il avait comme donné un faux flambeau au maire. T'sais. Là, tout le monde pensait que c'était ça. Lui, il savait pas trop quoi faire avec. Ah, hey, quel joke d'adolescent. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est ça. Là, c'était un étudiant je me rappelle plus quoi. Là. J'ai pas tout noté les détails. C'était une gang d'étudiants qui s'était fait un genre de dare. Puis il paraît que la personne avait choqué. Fait qu'il y avait quelqu'un qui était habillé vraiment comme en sport, comme il faut, tout le kit. Puis il a choqué à la dernière minute. Puis là, c'est l'autre qui était par rapport, qui a fait « Donne-moi ça », puis il est allé. T'sais. Ah ouais, puis là, le maire savait plus quoi faire avec ça. Après les Olympiques organisés par les nazis, on pense que c'est probablement les Jeux de Pékin en 2008 aussi qui ont vu le plus de manifestations sur le parcours du flambeau. À travers le parcours, dans le fond, il y a plusieurs manifestants qui se sont attaqués à la flamme. Au moins, ils ne s'attaquent pas trop au porteur. Avec des seaux d'eau, des extincteurs, n'importe quoi pour essayer d'éteindre la flamme. Puis comme j'avais mentionné à Pékin, à certains endroits, il y avait tellement de manifestants qui ont dû comme changer le trajet, puis des fois, c'est ça, ils ont embarqué en autobus là, pour transporter la flamme, le flambeau olympique. En gros, ces gens-là en ont contre le pays hôte.
Tu sais, mettons, à cause qu'ils ne respectent pas les droits Ouais. de l'homme. C'est ça, c'est un pays c'est ça, qui a des gros squelettes dans le placard. Là. Donc, ces gens-là s'en prennent à la symbolique d'un pays malveillant ou qui a des problèmes avec les droits de l'homme qui transporte la flamme olympique. Ouais, OK. c'est ça. C'est ça le... Ou le fait, justement, tu sais, comme on disait, là, il y a des Olympiques, je pense, qui ont rasé des quartiers ou ils ont déplacé du monde ou ça n'a pas d'allure qu'est-ce qu'on construit puis qu'est-ce qu'on dépense comme argent pour des Jeux olympiques qui durent une couple de semaines, c'est fini. Là. Oui, tandis que le pays a vraiment des problèmes sociaux importants. Ou tu sais, ce qu'on reprochait aussi à c'est quoi, Kyoto, je pense? C'était les derniers Jeux... Non, Beijing. C'était les droits de l'homme, carrément. Oui, c'est ça. Mais c'est Pékin, je pense. C'est Pékin, oui, c'est ça. C'était les droits de l'homme à savoir. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il n'y a aucun pays qui est blanc comme neige, là, mais on peut toujours chercher des choses à améliorer. Mais il y a certains pays hôtes, effectivement, que ça crée scandale. Ah, OK. Ouais. Et justement, après les Jeux de Pékin, Beijing, c'est en anglais. Là. Pékin, c'est en français. À partir de 2014, les Olympiques ont changé un peu la façon que le relais se fait. Donc, ils partent de la cérémonie à Olympie avec la flamme, comme à l'habitude. Ils font l'affaire avec les prêtresses et tout. Ça, ils trouvent ça bien correct ça, de continuer chill. à faire de représenter des prêtresses vierges. Ouais. Ben, coudonc. Vont se rendre à Athènes pour rendre hommage à Pierre de Coubertin. Et par la suite, la flamme va être transportée directement au pays hôte. Donc, on a arrêté de traverser le monde entier au complet, puis traverser à travers tous les pays qui n'ont pas rapport. Donc, la flamme part de Olympie, ça va à Athènes, donc elle reste en Grèce. Puis, c'est mis dans des lanternes, whatever, qui sont chupées au pays. Puis, ils font comme arrangez-vous avec ça. OK, fait qu'il n'y a plus de relais. Il y a des relais, mais juste à l'intérieur du pays hôte. Il n'y en a plus à travers. Ça part plus de la Grèce pour se rendre au pays. Ben écoute, Montréal avait tracé le chemin, là, avec leur espèce de truc que ça s'en va dans l'espace, ça revient, oups, c'est la même flamme. Ça a pris 10 secondes. C'est des petits coquins. Je trouve qu'il y a un peu de paresse là-dedans. Là. Ouais. Mais bref, OK, fait on le fait plus maintenant. Non, c'est ça. Okay. Mais tu vois, ça n'a pas empêché, mettons, à Rio, en 2016, d'avoir encore un grand nombre de manifestants, dans le fond, qui s'attaquent à la flamme, encore une fois, ou au relais du flambeau. Là. C'est ça, parce que là, ils savent que ça fait de la polémique et tout, fait qu'ils font comme gérer ça dans votre pays. Ouais. Ouais, je comprends. D'ailleurs, à Rio, ça n'a pas empêché la mort d'un jaguar. Oh non! Ouais. Il avait utilisé un jaguar, dans le fond. Il y avait un jaguar qui avait participé au relais du flambeau. Pauvre jaguar! Ouais. Puis, après avoir échappé à son maître, il se serait attaqué à un soldat. Ils ont essayé de le neutraliser là, avec des fléchettes qui endorment, là, tranquillisantes. Mais ça n'a pas fonctionné, puis ils ont été obligés de l'abattre. Tout ça pendant que le lézard avait une flamme sur lui. Le jaguar, non, mais c'était comme à côté, tu sais. Ou c'était peut-être le gars qui avait le jaguar en laisse. Ouais, c'est ça, mais... OK, c'était pas le jaguar qui était en feu, c'était pas la queue du jaguar en feu. Non. Mais ils ont abattu le jaguar, arrête de rire. Ouais, ils ont été obligés de l'abattre. Les organisateurs ont mentionné par la suite que c'était peut-être pas la meilleure idée d'avoir un animal sauvage à côté d'une flamme vive. Et je vais terminer avec le cas... Attends, non. Franchement. Je prends une seconde pour dire... Ils ont dit ça. Ouais. Wow. Mais attends, là. Je vais terminer avec le cas le plus épatant de toutes les Olympiques. De bêtises humaines. De bêtises humaines, OK? OK, vas-y. Puis ça a encore créé une fois un précédent. En 1988, les Jeux de Corée du Sud à Séoul. Oui, mais oui. OK, oui. Vas-y. T'en as entendu parler? Mais je pense que oui, vas-y. Cérémonie d'ouverture. C'est beau, c'est grandiose. Oui. Il y a du monde qui chante, qui danse. On relâche des centaines de colombes pour symboliser la paix et l'innocence. Puis le porteur du flambeau arrive au stade, monte sur une plateforme qui élève le porteur du flambeau jusqu'au chaudron olympique, où ce qui va transférer la flamme pour le restant des Jeux. Le chaudron où une douzaine de colombes se sont réfugiées après avoir été relâchées plus tôt dans la cérémonie. Non! Bon, ouais. Il y a quelques oiseaux qui étaient plus allumés que les autres, qui se sont enfuis à temps. Parce que les autres étaient complètement enflammés. Les autres étaient allumés bien raides. Ils étaient allumés bien raides.
Non! Ouais. Ils ont brûlé des colombes Ils ont vives. comme mis le flambeau, là, ça allait allumer, tu sais, le gaz ou whatever qui fait flamber. Puis Fait que, attends, il y avait il y une a réunion... quelques oiseaux qui s'enfuient, là. Fait qu'il y avait une réunion de colombes dans le chaudron qui se disait « Ouf, on l'a échappé belle. Il y a plein Enfin. de monde. C'est bien fatigant. On est bien ici. » Le gars, il arrive, il met le feu dans le chaudron. Ouais, Les pauvres colombes brûlées vives. ouais. Il y en a pas qui partent en feu, là, Ben, au c'est moins. ça, je me disais, ils partent-tu en feu? Non, Ok. je regardais la vidéo attentivement et Ah, je t'as ne l'ai pas regardé vue. la vidéo des colombes qui brûlent Ben vives? oui, on mettra ça. Mets-toi une note. Ouais. On va faire un X. Oh my God! Ouais. C'est Et horrible. c'était la dernière année où des colombes ont été utilisées dans les cérémonies. Ben, je sais pas. Des vraies colombes, en tout cas, là, parce que si tu regardes d'autres cérémonies, tu vois souvent du monde déguisé en colombe pour la symbolique. Là. Mais je trouve ça un peu niaiseux là, parce que s'il avait allumé la flamme et laissé les colombes partir après, je veux dire, il se serait pas pitché dans le feu. Là. Non, effectivement, oui. Puis il y a du monde qui... Excuse-moi, il y a du monde qui se déguise en colombe. Ouais, ben dans les cérémonies, des fois, t'as des danses ou des spectacles, là, dans le fond, où t'as du monde qui font comme représente des colombes. Représente des colombes. Écoute, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Je me suis déguisée en colombe pour représenter une colombe là, pour les Jeux olympiques. Là. Ah, Ouais. good. À Pékin, je pense, là, il y en avait. Là. Ben, c'est mieux ça que des colombes en feu. Ça dépend, là, parce que c'était comme 400 enfants de 8 ans qui faisaient des colombes. Là. C'est peut-être pas mieux non plus. Non, c'est peut-être pas mieux non plus, mais 400 enfants qui regardent des colombes s'envoler en feu, on choisit son mal. Ouais. Oh my God! Hey, c'était super intéressant! Merci. J'ai appris plein d'affaires. C'était cool. Hein? J'adore ça. Ouais. C'est plein de scandales et de oh my God, pourquoi on fait ça? Oui. Ouais, voyons donc. De voyons donc. OK, parfait. Alors, moi, aujourd'hui, je continue. Je te parle de quelque chose, je te parle d'une histoire. Donc, l'histoire que je te raconte aujourd'hui est choquante, oui, mais aussi vraiment amusante puis remplie de, aussi, comme on dit, de what the fuck. Ah ouais. De vraiment de faits inusités, très durs à croire. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, soyez avertis que nous parlerons de personnes en situation de handicap dans la prochaine histoire avec toute la bienveillance et le respect qu'il se doit. Mais il se peut que les termes personnes handicapées ou même handicapés ou aussi déficients mentaux, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, les personnes en situation de handicap, oui, vivant avec un handicap ou une déficience. Donc, ça se peut qu'on entende ces termes-là et que ça se glisse dans la conversation parce que je vais citer des journaux de l'époque. OK. Donc, on va faire attention de bien de parler avec toute la bienveillance et le respect qu'on doit aux personnes en situation de handicap, mais sachez qu'on n'a pas toujours été dans la bienveillance pour ces gens-là, malheureusement. On va faire attention aujourd'hui. Bon, premièrement, oui, le thème de la semaine, c'est les Jeux olympiques, mais moi, je vais te parler de Jeux paralympiques. OK. Alors que moi, j'ai toujours pensé qu'on disait les Jeux paralympiques. J'ai fait « Ah oui, on dit les Jeux paralympiques. » Bon, est-ce que tu sais d'où viennent les Jeux paralympiques? Non. OK, c'est le docteur Ludwig Gottman, qui était médecin neurologue à l'hôpital de Stoke, Mandeville, en Angleterre. Donc, OK. lui, il a eu l'idée d'organiser en 1948 les premiers Jeux mondiaux de chaises roulantes et des amputés. Il appelait ça les World Wheelchair and Amputee Games. OK. Ouais. À l'origine, on appelait ça les Jeux de Stoke-Mandeville, puis c'était destiné à encourager et à intégrer des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui étaient devenus paraplégiques. Donc, c'était très pointu, là. C'était pas comme n'importe qui vivant avec un handicap, là. Ouais, c'est ça. C'était des anciens combattants devenus paraplégiques, donc qui voulaient faire du sport. La première année, il y avait 2 équipes d'anciens combattants qui participaient à une épreuve de tir à l'arc. OK. Oui, comme je te dis, il était paraplégique des jambes. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement le sport aussi, le tir à l'arc qui nécessite le plus des jambes. Non, ben c'est ça. Donc, c'était ça. C'était vraiment juste pour les motiver, leur donner un... Ah, une compétition
sérieuse. Là. Ouais, c'est ça. Donc, ça fonctionnait bien. Tranquillement, les 9e Jeux de Stoke Mandeville ont eu lieu à Rome en 1960. Wow. Une semaine après les Jeux olympiques d'été dans la même ville. Ouais. Puis, plus tard, les personnes atteintes de paralysie cérébrale ont été intégrées aux Jeux paralympiques en 80 à Arnhem, aux Pays-Bas. OK. C'est toujours la même pays/ville? Ben, à partir des Jeux de Séoul en 88, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques vont être organisés dans la même ville, un après l'autre. OK. Oui, ça n'a pas toujours été comme ça, mais là, après, en 88, ça va être comme ça. OK. C'était-tu Séoul, tu m'as dit 88? Ah oui, c'était les Jeux de la Corée du Sud. Oui, c'est ça, j'étais comme, on dit-tu la même affaire? Oui, fait que 88, à Séoul, c'est la première fois, puis on va décider de laisser ça comme ça. Mais ta gang à toi, ils ont-tu tué des oiseaux? C'est pas la même flamme, je pense. Me semble, en tout cas, en faisant mes recherches, j'avais vu des articles séparés pour la flamme des Paralympiques. Ah oui? Ouais. Ah, j'ai pas eu cette... Je sais pas. Mais c'est intéressant. Tu penses-tu? Faut que ça soit pareil. Ben écoute, à partir des 11e Jeux paralympiques à Sydney le 18 octobre 2000, c'est la première fois que le comité d'organisation des Jeux paralympiques qui fait partie intégrante du comité d'organisation des Jeux olympiques. Donc, à partir de ce moment-là, 2000, il n'y a aucune différence notable entre le transport, l'accueil puis le déroulement des compétitions. Ah, c'est bon. Ouais. Ça fait pas longtemps. Non, c'est ça qui arrive. Ça fait pas fou, longtemps. Hein? Le 2000. C'est une marque de respect, naturellement, envers les athlètes paralympiques et on attend de ces Jeux de grandes performances, justement parce que on se dit, ben c'est le fun, les personnes vivant avec un handicap sont vraiment intégrées aux Jeux olympiques, ils ont vraiment les mêmes conditions que les athlètes, les plus hauts athlètes de la planète, donc tout le monde est vraiment content de ça. C'est la première fois que les Jeux paralympiques présentent une compétition de basketball avec des athlètes ayant une déficience intellectuelle, même si la version en fauteuil roulant était présente depuis les Jeux de Rome en 1960. OK. Donc, la délégation espagnole a une équipe de basket paralympique particulièrement talentueuse, OK? Dans la catégorie, écoute, là, ils disent tout le temps la catégorie des déficients mentaux, là, ça me fait capoter. Dans la catégorie des athlètes vivant avec une déficience intellectuelle, les joueurs de basketball espagnols paralympiques volent de victoire en victoire durant cet été. En fait, toute la délégation paralympique espagnole fracasse des records à Sydney en 2000. C'est un véritable bombe pour tous les Espagnols, puisque dans les Jeux olympiques, un mois plus tôt, ils n'ont vraiment pas été couronnés de grands succès. L'Espagne est arrivée au 25e rang des médailles avec un score de 11 médailles. Juste pour te situer, là, 4 ans plus tôt, les Espagnols avaient remporté 17 médailles pour se classer au 17e rang. Donc, tu sais, ça allait vraiment pas bien aux Jeux de Sydney. Alors, quand l'équipe paralympique s'est mise à très bien performer, c'était vraiment un bombe pour les Espagnols. Ouais. Bref, qu'à cela ne tienne, ça fait maintenant 10 jours que les joueurs de basketball espagnols paralympiques dominent la compétition. Dès le premier match, l'équipe espagnole mène la partie de 30 points en seconde période. Ils ne perdront aucun match et ils vont se rendre aisément en finale. On est en l'an 2000, le 24 octobre pour être plus précis, et la reine d'Espagne qui s'appelle Elena de Bourbon. Comme ton dream. Et son... J'ai même pas flashé. Ouais, non, Elena de Bourbon. Il l'appelle l'Infante. Moi, je trouve ça bizarre. Ça veut dire comme la reine. Ah, OK, c'est pas l'enfant. Non, ben c'est ça. Ça veut dire l'Infante Elena de Bourbon. Là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est la reine. OK. Et son époux d'alors, qui s'appelle Gemme de Marie Chalard. Ça s'améliore. Oui, ça s'améliore. Gemme de Marie Chalard. Les deux assistent au match final. Donc, les Espagnols gagnent contre la Russie, OK? 87-63. Et les Espagnols remportent l'or. La foule applaudit. Oui, tout le monde est super content. La foule applaudit chaudement les gagnants de l'une des 107 médailles des Jeux. Wow! Oui, ça va bien leur affaire. Réalisant un record de tous les temps, la troisième place, derrière l'Australie et le Royaume-Uni. OK, il y a d'autres pays qui en ont plus que ça. Oui. C'est beaucoup de médailles. C'est beaucoup de Il y a médailles. combien de...
Ben, tu sais, je suppose que là, l'équipe de basketball, ben là, ils sont 12. Fait que ça fait 12 d'une shot. Ah, tu penses? Ben, Je pense peut-être. pas. Non, tu penses pas? Non. Bon, ben, en tout cas, il y en a Ça doit être pour 107. les événements, là, tu gagnes une médaille. Tu penses? Ouais. Ah, t'as peut-être raison. En tout cas, Je sais il y en pas. a 107. Oui, c'est beaucoup. OK. Vraiment Il doit y avoir 107. beaucoup de catégories. Parce que, tu sais, mettons, Oui, tu sais, les Olympiques réguliers, là, mettons. oui. Tu sais, t'as basketball, t'as homme-femme. Là. Ben là, tu dois avoir genre, tu sais, quadriplégique, déficience Ouais. intellectuelle, je sais pas, moi, tétraplégique. Non, t'as les aveugles. Ouais, T'as c'est les ça. sourds. Oui. Homme-femme en plus. Homme-femme. Fait que, Oui. ouais, ça doit tripler, quadrupler le nombre de Oui, à ce moment-là, d'événements. il y avait beaucoup aussi de sports. Là. Je sais qu'il y avait pour les personnes vivant avec une déficience ou un handicap, il y avait, je sais qu'il y avait du ping-pong, il y avait de l'athlétisme. Ouais. Fait que oui, c'est ça, ça fait beaucoup Ouais. de gens. Cependant, tout souriant sur le podium, les joueurs de basketball paralympique espagnol retournent à la maison, camouflés sous de fausses barbes, des lunettes de soleil et des casquettes. OK. Ouais. Il semblerait que leurs 5 victoires spectaculaires aient provoqué tout un buzz en Espagne. Ah, fait que là, ils sont trop populaires. Oui, il y avait comme... C'est ça qu'on leur a dit au début. Écoute bien ça, c'est comme une demi-vérité. Parce que si c'est vrai qu'ils doivent faire profil bas à cause de leur soudaine popularité, c'est surtout une photo de l'équipe victorieuse publiée par le quotidien sportif La Marca qui soulève la polémique, OK? Quand ils ont gagné la médaille, OK. le quotidien La Marca a publié une photo de toute l'équipe hyper contente sur le podium qui célébrait. Il semblerait que sur cette photo, plusieurs joueurs de basketball aient été reconnus par le grand public et devine quoi? Ce ne sont pas des gens vivant avec une déficience intellectuelle. Ah. Ouais. Le magazine spécialisé Gigandes, mon espagnol n'est pas bon, a même repris l'histoire, stipulant que certains joueurs étaient assez connus puis qui évoluaient dans des clubs amateurs populaires. Il y en a même un qui était employé par un club professionnel. Ah ouais. Ouais, t'imagines l'équipe paralympique gagne, puis là, tout d'un coup, tu fais comme, c'est Crosby, ça? Ouais, Crosby, c'est au hockey. Oui, C'est comme... j'ai dit quoi? Oui, ben c'est ça. Mettons Ok. que l'équipe paralympique de hockey Ouais, gagne, c'est ça. puis que Mais là... on se fait Michael Jordan, Oui, même s'il était à la retraite. oui. Tu fais comme, c'est Michael Jordan, hein? C'est un peu ça. Y a-tu mis un... South Park avait fait une émission là-dessus. Ah ouais? Ah ouais. Cartman, il s'en va aux Olympiques, puis c'est ça, il se fait passer pour un déficient intellectuel. Ah, pour vrai? Ouais. Avec son espèce de... Il se met une espèce de casque de hockey, puis de casque de vélo, puis genre, il y a comme un soulier plus haut que l'autre, puis en tout cas, tu sais, pour avoir l'air vraiment comme tout croche, là. Ah ouais, qui a vraiment une Ouais, déficience. là, il gagne tout, même si c'est Cartman. Les créateurs se sont peut-être inspirés de ça, là, Probablement. parce que c'est en 2000. Ouais, là. c'est ça. Ça a fait un méchant scandale, là. Donc, la rumeur selon laquelle ces joueurs-là n'étaient absolument pas des personnes vivant avec une déficience intellectuelle persistera pendant 1 mois jusqu'à ce que le journaliste Carlos Ribagorda raconte toute l'histoire dans un journal économique. C'est un peu spécial, mais lui, il est employé par un journal économique. C'est un journaliste. Le journal économique qui est nommé Capital, soit le journal pour lequel il travaille. Carlos faisait partie de l'équipe de basketball paralympique en tant qu'infiltré depuis 2 ans. Infiltré? Oui, c'est-à-dire qu'il s'est fait... qu'une personne normale, mais il rentre dans l'équipe. Dans ce que tu dis, une personne ne vivant pas avec une déficience intellectuelle. Non. Une personne qui n'avait pas d'affaires aux Jeux paralympiques. Zéro. Puis s'est infiltré, tu veux dire, c'est comme s'il participait depuis longtemps pour que ce soit normal qu'il soit là? Attends, je vais t'expliquer. Mais il participait en tant qu'infiltré. Il a renvoyé, lui, sa médaille au siège social des Jeux paralympiques, puis il voulait mettre à jour ce grand scandale. Écoute bien ça. Il raconte que, c'est ça, en 98-99, on lui a proposé de jouer un match international avec l'équipe de basketball pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Il a vraiment été invité à jouer avec cette équipe-là. Là, lui, il a dit, ben moi, j'ai pas de déficience intellectuelle.
Et on a persisté à vouloir qu'il vienne. OK. Par pur intérêt journalistique, il a accepté de participer à la Coupe ibérique au Portugal. Et sur 12 joueurs, aucun athlète n'avait de déficience intellectuelle. Voyons donc. Ouais. C'est même pas comme, on va en rentrer une coupe, genre, pour qu'il... Pour que ça ait l'air plus vrai. Ouais, ou tu sais, qu'il coach les autres, ou je sais pas, là, mais whatever. Zéro. Rapidement, Carlos Ribagorda comprend que le coach, un dénommé Fernando Martin Vicente, a approché une douzaine de joueurs semi-pro, y compris Carlos, en amont des Jeux paralympiques de Sydney. Bien sûr, certains posent des questions et ont un problème à, entre guillemets, jouer les handicapés mentaux. C'est ce qui s'est écrit. Il dit certains par conscience avaient vraiment un problème. Mais le coach explique que c'est monnaie courante dans les Jeux paralympiques. Ben oui, hein, on sait tout, parce qu'on a créé ces jeux-là. Pour faire semblant. Pour faire semblant. C'est ça. Parce que, tu sais, voyons donc. Ouais. Qu'est-ce que tu gagnes à aller faire ça? En plus, tu sais, comme personne, là, c'est comme si moi, j'allais jouer au tennis contre un enfant de 4 ans. Là, je smashais ça dans la face, je faisais comme ta mère ici. Ça n'a pas de sens. Il devait tellement se sentir pas bien. Écoute, Fernando Martin Vicente, le coach, est en fait l'ancien coach de la sélection féminine espagnole de 98 de joueuses vivant avec un handicap et persiste à dire que dans ce temps-là, en 98, aucune de ces joueuses ne vivait réellement avec un handicap. Il explique en gros, et je cite, que le paralympique, c'est une farce, que les aveugles sont même pas aveugles, puis que l'objectif, c'est de se rendre aux Jeux paralympiques de Sydney l'année suivante. Fait que lui, il fait la compétition avec les semi-pros, puis il dit, nous, on s'en va aux Jeux paralympiques à Sydney. De toute façon, les Jeux paralympiques, c'est une farce. Ben oui. Pourquoi il fait ça? Moi, c'est ça que je me suis demandé. Parce qu'il y avait une déficience intellectuelle. Non, pour la pas du gain. Parce que ici, là, nos athlètes olympiques sont vraiment pas riches, là, puis ils ont de la misère à vivre. Mais dans certains pays comme l'Espagne, si vous êtes médaillé olympique ou paralympique, ben vous pouvez disposer d'une rente à vie. Ah ouais? Oui. Hey. Fait que c'est bien cool, ça. Tu y vas. Ah ouais? Tu y vas, puis si tu gagnes, t'es payé à vie. Ici, tu as peut-être un sponsorship avec Subway. Tant que tu gagnes. Oui, au McDonald's. Oui, au McDonald's. Oui, Alexandre Despatie. Ouais. Quand tu gagnes, puis pas longtemps après. Là, non, c'est ça. C'est ça, parce qu'après, il faut que tu trouves une deuxième carrière. Puis il y en a qui réussissent très bien, là, mais attends, il faut que tu aies un plan B. Là, ouais. parce que pendant qu'ils font leur sport, ils crèvent de faim. Puis après qu'ils font leur sport, il faut qu'ils se trouvent crèvent de faim. Donc, comment ces joueurs-là ont-ils déjoué le système? Ben, en fait, mon Dieu, tu peux t'imaginer plein de stratagèmes de gens qui font assemblant d'avoir une déficience, là. Vraiment pas. Il y a personne qui a simulé un handicap intellectuel. Tu n'as absolument pas besoin. Mais y a-tu des critères? Voilà, j'y arrive. Ben, tu pourrais dire, j'ai un TOC, là. Ça t'empêche pas, comme, de jouer dans NBA parce que t'as un TOC, là? Non, c'est ça, mais ça, c'est un problème de santé mentale. Ouais, c'est ça. C'est pas une déficience intellectuelle. Parce qu'il doit y avoir un docteur qui évalue le monde puis dire, OK, voici ton niveau, je sais pas, de restriction ou de, t'sais... Oui. Toi, tu vas dans quelle équipe, à quelque part, pour que ça soit un peu juste? Ben, c'est ça. Ouais. Donc, pour être considéré comme une personne vivant avec une déficience intellectuelle, il faut avoir un QI, et encore là, le QI, Dieu sait que c'est subjectif. Là. Ouais. Il faut avoir un QI inférieur à 70 avant 18 ans. OK. Et même après 18 ans, on passe plus le test. OK. Fait que là, si tu as eu, toi, un test de QI à 70 avant 18 ans, t'es un déficient intellectuel et attache ta tuque pour le restant de ta vie. Ouais, c'est ça. Tu n'as aucune chance de le refaire. Aucune chance de développer, je sais pas comment dire ça, là, non. Ça se peut que tu sois juste stressé. Exactement. Tu fais le test, c'est quoi? Ben c'est ça. Premièrement, ce qu'on dit, c'est que le QI peut varier. Si le patient passe le test dans une période de sa vie très difficile, on dit que ça se peut... Puis après ça, il se peut qu'un traitement le fasse changer, évoluer, je sais pas, là, tu sais. Il y a toutes sortes de manières de voir ça. Deuxièmement, Carlos, notre ami journaliste,
raconte n'avoir subi aucun test psychologique pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques. En fait, le seul test qu'on lui a demandé de faire, c'est faire 6 push-ups, puis après ça, on prend ta pression. Wow. C'est tout. Il a-tu faké qu'il en faisait juste 5? Donc, il a fait ça, puis il a fait ben, parfait. Il faut aussi soulever le fait que la déficience intellectuelle peut être difficile à déterminer et prouver. Puis là, quand un doute est émis, mettons en compétition, une prestation doit être déposée, puis le joueur soupçonné de fraude doit être examiné par 3 personnes différentes dans sa langue maternelle. Je te rappelle qu'il y a 127 délégations différentes assignées. Donc, c'est vraiment pas facile. Il n'y avait pas tort quand il disait que c'est une farce. Là. Exactement. Et ensuite, dernièrement, je veux juste te rappeler que c'est la Fédération du pays des athlètes qui fournit le certificat de déficience intellectuelle. Donc, je te laisse imaginer les dérapages, là. Ouais, c'est ça. Quand tu as des pays comme le Canada, c'est une affaire, mais tu sais, si tu as d'autres pays, ben l'Espagne, c'est pas, je pense pas que c'est très dictatorial, non, mais tu as des pays qui se valorisent beaucoup par leur performance aux Olympiques, puis c'est très important de faire bonne figure. Fait que tu sais, rendu là, tu as des docteurs sous ton gouvernement qui n'ont pas le choix de faire qu'est-ce que tu dis anyway. Ben, si tu as des docteurs qui prescrivent du dopage, ouais. Tu as des docteurs qui peuvent signer des papiers de déficience intellectuelle. Tu sais, je veux dire, c'est des docteurs qui prescrivent du dopage aux Jeux olympiques. Ouais. Donc, c'est ça. Tu sais, je disais tantôt, c'est une vraie farce, mais c'est pas tout à fait ça. Là. C'est pas une farce, les Paralympiques, ou la façon que c'est organisé. C'est une farce d'abuser de ça. Ah oui, exactement. Et de dénaturer la compétition. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? Genre, oui. Ben, à part, comme tu dis, que le coach ou les joueurs, ils ont des rentes à vie. Là, c'est ça. C'est vraiment l'appât du gain. Mais puis, tu sais, lui, le journaliste, il a fait ça justement pour mettre ça au grand jour parce qu'il n'en revenait pas. Ben oui. Et aussi, donc, comme je t'ai dit, c'est la Fédération du pays des athlètes qui fournit le certificat. Donc, il peut y avoir plusieurs dérapages. Et à cet effet, je te fais penser que on pense à la Russie, contre qui l'équipe espagnole tricheuse, notre équipe espagnole paralympique, avait joué en finale. Carlos raconte que les joueurs étaient vraiment impressionnants puis qu'ils auraient tous pu jouer dans l'équipe régulière nationale. Les Russes? Les Russes. Ah ouais. Il dit bien que la déficience intellectuelle n'est pas écrite sur le front de personne, OK? On soupçonne fortement que la tricherie était aussi du côté des Russes. D'autant plus que lorsque le scandale a été révélé au grand jour concernant l'équipe paralympique espagnole, les Russes ont fait profil bas et n'ont jamais réclamé la médaille d'or qui, théoriquement, leur revenait. Ben oui. Hein? Puis on sait que quand t'es là pour de vrai, oui. Tu la réclames. Là. Oui, mais eux autres, ils ont fait « Ouais, c'est correct. C'est beau. On va se contenter. » Tu sais, tu vois bien que... Il est à noter que Carlos Ribagorda, notre journaliste, a pointé au moins 15 athlètes paralympiques qui, selon lui, étaient des personnes ne vivant pas avec une déficience intellectuelle. Donc, comme je te dis, c'est pas écrit dans le front, mais tu sais. 10 de l'équipe de basketball, donc son équipe de basketball, des athlètes en tennis de table, en natation, en athlétisme. De ceux-ci, 2 ont avoué et 2 ont nié. Moi, ça me fait rire. Il y en a 2 qui ont fait genre « Non! » Je suis vraiment pas intelligent. C'est ça, j'ai vraiment une déficience intellectuelle. Ça s'ostine pas. T'as-tu un papier, tu vis-tu avec une déficience intellectuelle? En tout cas, moi, j'écoutais ça, j'étais là, wow. C'est tellement flou quand même. Oui. Puis, tu verrais pas ça avec, mettons, le monde qui sont en chaise roulante. Ben oui. Parce que t'es vraiment désavantagé de t'attacher les jambes puis de jouer en chaise roulante avec du monde qui joue tout le temps en chaise roulante, qui ont les bras genre super, qui sont super habiles puis qui font ça depuis longtemps. Qui n'ont aucune limitation. C'est ça, c'est des vrais athlètes de basketball en chaise roulante. Oui. Tu compétineras jamais contre eux autres. Mais c'est super flou la déficience intellectuelle, là. T'sais. Oui, puis à quelque part, c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui doivent avoir une déficience intellectuelle puis ils sont plus peut-être limités que d'autres personnes qui ont aussi une déficience intellectuelle. Mais je trouve le principe beau. Oui. C'est extrêmement beau de penser que tout le monde, peu importe ta situation ou ton handicap, tu peux faire les Jeux olympiques. Je trouve ça fabuleux. Ben, c'est juste que quand tu as du monde qui n'ont pas de déficience,
Mettons, tu as un bassin de 1000 personnes, là, je Oui. veux dire, ils vont prendre les 12 meilleurs. Ben c'est ça. Fait qu'ils vont-tu prendre les 12 personnes vivant avec une déficience les plus légers? C'est comme pas juste quand même. S'ils ont besoin de faire monter une équipe forte. Ben, je veux dire, tu prends les meilleurs. C'est la même affaire, mettons, avec les femmes ou les hommes. Là. Oh, je veux oui. dire, t'en as un paquet. Je veux dire, c'est pas parce que t'es petite que t'es pas prise, c'est parce que t'es moins bonne que l'autre qui fait 7 pieds. Oui, ben c'est ça. Fait non, c'est délicat, là. Ah ouais. Wow. Justement, que s'est-il passé à la suite de cette révélation? Rien. Non. C'est super triste. Le comité paralympique a retiré les médailles aux joueurs ayant participé à cette mascarade. Y en avait-tu là-dedans que c'était des vrais athlètes paralympiques? Oui, il y en avait 2. Ben, c'est chiant. Ouais, elles ont reçu... Il y en avait 2 qui vivaient vraiment avec une déficience, puis elles vont recevoir qu'une copie de la médaille. Ah! J'ai le cœur brisé. J'étais là, tu sais, eux autres, ils vivaient vraiment avec une déficience intellectuelle. Ouais. Ils ont fait les Jeux olympiques, ils ont gagné, mais ils ont gagné avec une équipe que 10 joueurs sur 12 n'avaient pas de déficience intellectuelle. Ouais, on pourrait dire qu'ils n'ont pas vraiment gagné. C'est vraiment triste. Mais c'est chiant pour eux. C'est parce que super peut-être, en même temps, toutes les autres années d'avant, ils étaient derniers. Je ne sais pas s'ils étaient derniers, là, mais ils ne performaient pas comme ça. Ils ne performaient pas, ouais. Ils n'auraient peut-être pas gagné s'il y avait comme toute une équipe au complet. Là, mais... Ben, on le sait. Mais il y jamais. aurait quelqu'un qui aurait gagné. Les Russes, parce que... Ouais, les Russes, parce qu'ils autres, ils font comme moi, ouais, on a plein de certificats, t'en veux combien? Ouais, c'est ça. Tantôt, tu m'as dit de pas rire des Russes. Ah, ouais, excusez. Fait que s'il te plaît, j'aimerais ça. On va couper ça au montage. OK. Ensuite, le comité paralympique ouvrira une enquête, OK? Malgré les 19 personnes au banc des accusés, donc tous les gens, les coachs, les joueurs de basketball paralympique, le tout débouchera 13 ans plus tard sur une seule sentence. Il n'y a toujours pas de nouveaux tests de QI. Mais... Non, exactement. Seul le président de la Fédération espagnole, donc pas le coach que je t'ai parlé tantôt, là, Vicente, non. Le président de la Fédération espagnole de sport de déficients mentaux, ça s'appelle comme ça, la FEDI, a été reconnu coupable. OK, écoute bien ça. Lui-même parent d'un garçon vivant avec une déficience intellectuelle. Ah, oui, wow. Lui-même parent d'une personne vivant avec une déficience il voulait monter une équipe de champions, puis Emmanuel il aurait fait rentrer son gars. Il aurait pu gagner une médaille olympique. Écoute, le journal El Mundo révélera que ses manigances lui a permis de vivre un train de vie excessivement luxueux avec des revenus de 5 millions d'euros, un yacht, 5 maisons et des voitures de luxe. Ah, ben ouais. Oui, menacé de 2 ans de prison, il a finalement été condamné à une amende de 5 400 € et le remboursement de 140 000 € de subventions publiques pour les athlètes. En plus? Oui, il a fallu qu'il rembourse ça. Par contre, vraiment le dark side de ça, c'est qu'on estime que cette tricherie a fait reculer l'inclusion des personnes vivant avec des déficiences dans le sport, puisqu'ils ont été exclus des Jeux pendant 12 ans, jusqu'à temps que des critères plus clairs soient mis en place. Et ensuite, 3 sports ont été ouverts pour les athlètes avec une déficience intellectuelle, soit la natation, le tennis de table et l'athlétisme. Encore aujourd'hui, des inégalités très graves restent à résoudre, comme les personnes avec la trisomie qui sont complètement exclus des compétitions. Ah ouais? Oui, complètement. Moi, j'en revenais pas. Je me disais, ça se peut pas. Les avancées qu'on a faites avec les personnes vivant avec la trisomie, tu ne peux pas... Tu sais, parce qu'il y a des gens vivant avec la trisomie qui sont mannequins, acteurs, et ils ne peuvent pas faire les compétitions. Ils peuvent les Olympiques, Paralympiques. Et, en terminant, un film a été fait sur cette histoire qui s'appelle « Chacun pour tous ». C'est un film français de Vianney Le Basque, très romancé. Ça date de 2018, où est-ce qu'on voit vraiment que les athlètes, comme ils coachent pour avoir l'air des déficients mentaux. Ah ouais? Ouais, donc c'est une comédie, parce que je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses. Naturellement, on a ce podcast-là. Ouais, c'est ça, là. On n'a pas trop ri parce que c'est comme gênant, mais dans le fond, si on rit des épais qui essayent de se faire passer pour, de jouer dans la mauvaise gang. Là, mais tout à fait. Puis on rit pas de l'handicap de personne. Là, non, mais c'est ça. C'est absurde comme situation. Puis il y a comme un bout de la bande-annonce que
ils disent, mettons, à un des athlètes, OK, à chaque fois qu'il te pose une question, tu regardes dans l'air, puis tu attends, puis tu réponds. C'est Ouais, quelque chose qui n'a pas de bon sens. Puis là, ils font comme, ah ouais, tu sais, il a l'air vraiment comme un cuiba. C'est super. Tu viens de quel pays, mon jeune? Tartinade. Ouais, c'est un peu ça. Il est coach à... Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est juste ça, des déficients. Hey, c'est drette, oui, c'est ça qui est... Ils peuvent te planter au basket, mais, tu sais, c'est des idiots. C'était... c'est malaisant, mais je sais pas si c'est bon. Écoute, je vais vous mettre... Peut-être à la hauteur de Aline. Ah, mon Dieu, ben peut-être. Du film Aline. J'ai vu ça à la télé durant Noël. Anyway, je vais vous mettre la bande-annonce. Je suis pas sûre. Si quelqu'un l'a vu, là, le film Chacun pour tous, dites-nous si c'est bon. Ou dites-nous si c'est complètement à côté de la traque. Hey, juste pour avant que tu complètes ton histoire, là, c'est ça, tu sais. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres des cas comme ça. Oui. Mais que ce soit une équipe au complet organisée par l'association olympique de ton pays, là. C'est même pas une personne qui fait comme « Hey, tu sais, je vais aller au club de tir au pigeon d'argile, puis je vais me faire passer, tu sais, pour une personne avec une déficience, puis à un moment donné, je vais rentrer là-dedans, puis je vais être champion du monde. » Non, c'est une équipe organisée qui fait ça. C'est fou raide. C'est fou raide. Avec un coach qui dit « Ah non, c'est une farce, les Paralympiques. » Ah ouais. Et le président de la Fédération des sports des déficients mentaux qui a lui-même un fils vivant avec une déficience. En tout cas, tout ça, moi... Mais c'est le genre de scandale à la hauteur de l'homme riche qui trouve des failles pour sauver de l'impôt. Oui. Je veux dire, c'est des hommes riches qui ont trouvé une faille pour gagner de l'argent. Oui, mais une faille que je suis sûre, quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai une idée, bro. » L'autre, il a fait... Bro, il a fait... T'es malade mental, man! Peut-être, mais il a fait... Tu vas pas faire ça, me semble que c'est pas correct. Tu sais, ça n'a pas de sens. Ah ouais, en affaires, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise idée. Non. Ouais. Donc, je te laisse avec une citation de Yves Foucault, qui est président de la Fédération française de sport adapté, qui était vraiment déçu que les personnes vivant avec une déficience aient été exclues des Jeux paralympiques durant 12 ans à cause d'une fraude, je te le rappelle. Il a dit « Quand Lance Armstrong est condamné pour dopage, on n'interdit pas le cyclisme. » Non, c'est ça. Donc, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir, puis je trouvais vraiment qu'il avait raison. J'ai comme fait... Tu sais, là, ça, c'était en 2000. Il y a peut-être quelqu'un qui s'entraînait très fort, qui vivait avec une déficience, puis qui se disait « Moi, je vais faire les Jeux de 2004. » Ouais. Puis lui, là, son rêve a été anéanti. De toute façon, si ça n'avait pas été révélé au grand jour, il n'aurait jamais rentré dans l'équipe. Il n'aurait peut-être jamais fait l'équipe, malheureusement, parce qu'il aurait compétitionné contre des personnes ne vivant pas avec une déficience. Possiblement, ça n'a pas de sens. T'as une clique, là, tu sais, on va voir qu'ils vont changer ça. Exactement. Fait que, tu sais, le fait que le scandale ait été mis à jour, peut-être, mais le fait que ça ait fait reculer la cause, moi, je trouve ça épouvantable. Ben ouais. Donc, c'était mon histoire. Hey, on a rocké ça à soir. Ouais. Tabarouette. Merci pour ce cas, c'est fabuleux. Oui, ben ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour le tien. J'ai eu beaucoup de plaisir à ce 2e épisode de la saison 2. Yeah! Déjà, c'est cané. Donc, tu nous fais-tu un mot de la fin qu'on aille s'occuper de notre enfant malade? Ouais. Let's go! Et du chien qui ronfle. Et du chien qui ronfle. Vas-y. Je sais pas si on va l'entendre dans l'émission. On va check ça. Peut-être. C'est pas grave. D'accord. Alors, mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao! Au revoir!